C'est bon. C'est Ouais. direct maintenant. Vous êtes en direct. Ok. Vous êtes en direct, s'il vous plaît. Amis auditeurs de Radio Téléska, votre radio préférée, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, votre célèbre et reconnue Académie d'Etel vous présente son premier forum international sur la gouvernance et l'avenir de la République démocratique du Congo. Le thème de ce forum s'intitule « La République des juges, quel service pour le peuple ?» Les organisateurs ont la parole et je la leur donne. Alors, M. Bertrand Kabongo Murkunda, vous avez la parole pour donner un avant-goût de ce que vous avez préparé pour nos auditeurs. Oui, on est là. Je pense que le professeur Jean-Claude Kaloubi va introduire et après je vais intervenir. Et il y a ingénieur Walter Chibangu, membre de l'Académie, qui va aussi intervenir. Nous avons le plaisir de vous présenter deux autres membres de l'Académie, Madame Maki Mwenga et Monsieur Michel Beya, qui peut-être vers la fin vont intervenir pour faire la synthèse. Jean-Claude, à vous la parole. Jean-Claude. Son micro est fermé. Est-ce que la radio est capable de mettre une musique 2 minutes le temps qu'on règle les entrées? Les gens sont en train d'entrer en masse. OK. On attend. Pendant que les gens entrent en masse, Jean-Claude, tu peux faire la présentation. On attend que les gens, parce que nous sommes déjà à 9 heures. Hein. OK. Accordez-moi une minute encore. Voilà. Ça y est. Je reprends les options de vue. Et nous y sommes. Donc, je suis prêt, donc toi tu t'occupes des entrées. Alors, bonjour et bienvenue. Nous sommes contents de vous recevoir ce jour, comme ça venait d'être mentionné. Ce forum est une idée du peuple. C'est une idée venue de plusieurs personnes avec qui nous avons discuté et qui ont insisté sur l'importance, en profitant de l'occasion actuelle qui est la célébration de fête nationale de la République démocratique du Congo, pour réunir des gens le temps d'une demi-journée, une centaine de personnes ayant des liens solides avec la République démocratique du Congo. Je pense que vos liens sont indéniables en ce moment. Et surtout, le faire dans un contexte convivial, participatif et communicationnel, et en mettant l'accent surtout sur les enjeux de société qui touchent la société, qui touchent notre société, qui sont des enjeux de changement, des enjeux de développement durable. C'est cela le sens du forum, le sens de ce forum. Et nous avons, dans ces discussions-là, parlé de gouvernance. Le thème choisi parle de gouvernance parce qu'on peut bien se rappeler que feu Étienne Tshisekedi, docteur Étienne Tshisekedi, disait toujours que la gouvernance de la RDC appelle forcément une discussion sur la bonne gouvernance qui doit viser à favoriser une croissance économique augmentant le revenu individuel pour tous et surtout permettre de mettre en valeur des compétences, des qualifications
et une attitude responsable. Parlant de gouvernance, on est forcément intéressé à parler d'avenir. Et l'avenir, on peut le retrouver dans différents propos de nos concitoyens, parmi lesquels le président Félix Antoine Tshisekedi, qui plusieurs fois rappelle que nous devons parler de sources d'espoir pour l'avenir du Congo, parler de l'avenir durable, parler d'un avenir prometteur, nous projeter dans l'avenir, avoir une coopération tournée vers l'avenir, autant de fois des manières de rappeler que les perspectives d'avenir, c'est un sujet du présent, c'est un point intéressant pour nous tous. C'est dans ce sens-là que nous avons convenu d'échanger et de partager aujourd'hui. Nous remercions la radio RTLSK qui nous accompagne et pour mieux expliquer le sens de ce que nous avons à faire, nous avons docteur Bertrand Kabongolukunda qui va expliquer DRTL qui vous réunit aujourd'hui très rapidement ce que c'est. Puis ensuite, les conférenciers seront présentés par monsieur l'ingénieur Walter Tshibangou. Et comme le temps, c'est de l'argent, j'invite Bertrand à prendre la parole pour poursuivre juste après moi. Merci. Oui, merci, professeur Jean-Claude Kaloubi. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés, qui voulaient avoir l'idée sur DTL Academy. DTL Academy, c'est Dr Étienne Tshisekedi Leadership Academy. Et nous sommes engagés à mieux se prendre en charge, changer le monde autour de nous-mêmes et soutenir l'harmonie au sein de la communauté. DTL Academy a été lancé à Kinshasa le 31 juillet 2019 avec l'ego du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, notre intérêt public se base sur la formation intégrale à partir de la maternelle jusqu'au renforcement des capacités au niveau des institutions, en passant par l'accompagnement stratégique. En bref, c'est ça notre mission et c'est ce que nous poursuivons. Je remets la parole à Jean-Claude qui va introduire ingénieur Walter Tshibangou qui va présenter les conférenciers. Et jusque-là, je pense il y a juste un seul invité qui n'a pas encore répondu, c'est Maître Jean-Claude Katende. Okay. Jean-Claude, je vous repasse la parole. D'accord, merci Bertrand. Avant de poursuivre, j'aimerais juste rappeler à tout le monde que pour des raisons techniques, nous n'allons pas interrompre les conférenciers quand ils vont prendre la parole. Ils ont 10 minutes et au bout de 10 minutes que nous surveillons, nous allons les arrêter pour faciliter l'interactivité, leur poser une question et ils complètent leurs 15 minutes donc, avec cet échange-là. Pendant qu'ils parlent, le chat est ouvert. Vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez écrire. Pendant qu'ils parlent, si vous voulez bien, fermez votre micro pour ne pas nous forcer à le fermer à votre place parce qu'on connaît bien les problèmes des réseaux et on essaie autant que possible de faire de cette occasion un moment agréable pour tout le monde. Alors, pour introduire nos conférenciers, bien sûr, nous serons accompagnés par Maître Christian Bossembe, Dr Gilbert Chilumba, Maître Aruna Darabou, Maître Jean-Claude Katende, nous attendons sa connexion. Maître André Kazadi sera avec nous aussi.
Alors, Walter Tchibaou, prenez la parole, s'il vous plaît, pour présenter, pour introduire Maître Christian Bossembe. Vous n'avez toujours pas activé la page. Ok, Merci, professeur Kaloubi. ok. Walter, Oui, est-ce qu'on peut activer Maître Aruna? maître, Aruna, à Kinshasa, Maître Aruna. d'accord. Professeur Jean-Claude va le faire. Ok, d'accord. Maître, on vous active tantôt là. Admet tous ceux qui sont... Voilà. Ok, Walter. Alors, merci, professeur Kaloubi. Alors, je vais présenter Maître Christian Bossembe. Maître Christian Bossembe Lokando, journaliste et avocat de carrière, spécialiste des droits de la famille et avocat au barreau de Mbandaka depuis plusieurs années. Il est conférencier et maître de l'école de la sagesse. Il est connu comme président de la chaîne Congo Buzz et responsable de l'émission socio-politique Critique Info. Maître Christian Bossembe, la parole est à vous. Maître Bossembe, est-ce que vous nous entendez? Oui, Maître Aruna. Oui, bon, j'ai demandé par rapport à l'organisation, à la modération. Je suis le 40e à intervenir. Oh, on va y aller, on va y aller. Il y a Jean-Claude qui va. Maintenant, là, on a commencé avec Maître Bossembe. Il semble qu'il n'est pas là. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez commencer. Donc, parmi les autres intervenants, personne n'est encore prêt. Il y a déjà Maître André qui est prêt. Il y a Docteur Gilbert qui est prêt. Mais vous voulez, parce que de Kinshasa, là, on risque d'avoir des problèmes. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Non, ceux qui sont là, c'est question de 10 à 15 minutes. Ils peuvent toutefois commencer le temps que je sois très bien connecté. Ok, je vais inverser et demander à Maître André Kazadi de commencer. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais alors présenter M. André Kazadi. Est-ce qu'on est d'accord, Maître André Kazadi? Tout à fait, je suis disponible. Ok, alors, Walter, prière de présenter Maître André Kazadi, s'il vous plaît. Voilà. Maître André Kazadi est détenteur d'une licence en droit de l'Université de Kinshasa, d'une licence en droit de l'Université d'Ottawa, d'une maîtrise en droit de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en droit avec concentration en études législatives de l'Université d'Ottawa. Il a pratiqué le droit comme magistrat en RDC de 1990 à 1993. Il est aujourd'hui avocat au barreau du Québec et conseiller principal au gouvernement fédéral. Il s'intéresse à la rédaction et à l'interprétation des lois. Maître André Kazadi, la parole est à vous. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de ce forum pour avoir associé mon nom à cette réflexion sur la justice en RDC. Et je trouve, pour ma part, que le moment est réellement propice pour faire cet exercice parce que, comme chacun d'entre nous le sait, le pays traverse des turbulences d'ordre politique et juridique en ce moment. Et on ne pouvait pas trouver un meilleur moment pour faire une telle réflexion. Mais j'aimerais, avant d'aller plus loin sur les questions qui touchent le rôle du juge en matière d'interprétation des lois, justement, j'aimerais faire d'abord une petite remarque ou une petite mise au point
en ce qui concerne le sens et l'origine même du concept de République des juges, parce que c'est comme ça que cette réflexion est intitulée. Il y a peut-être un sens que les organisateurs ont voulu donner à ce concept, mais ce concept me rappelle, moi, le débat qu'il y a eu en Occident sur la légitimité même du contrôle de la constitutionnalité des lois. Et cela avait commencé aux États-Unis. Ensuite, on a eu le même débat au niveau de la France. Et dans ce débat, ce qu'on a constaté, c'est qu'au fond, il y a un certain nombre de défenseurs de la souveraineté parlementaire et de la séparation nette des pouvoirs qui redoutaient que les magistrats qui sont des personnes non élues puissent se retrouver en utilisant leur indépendance pour se retrouver en train d'outrepasser leur fonction naturelle qui est de dire le droit et se mettre ainsi à contrôler le pouvoir législatif. Tout cela en se basant sur leurs propres convictions, les convictions personnelles inspirées parfois des idées de ceux qui les nomment. Alors ça faisait peur en fait à tous ceux qui pensaient qu'il fallait conserver ou préserver la souveraineté parlementaire. Et cette attitude que l'on craignait des juges était considérée comme une sorte de gouvernement des juges. Et on dit qu'on ne veut pas se retrouver dans une espèce de gouvernement des juges. Et donc, en France, on a assisté au même débat qui a duré à peu près 2 siècles, jusqu'au moment où, dans les années 50, on a vu naître en France ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil constitutionnel, qui a justement pour vocation de contrôler les lois du Parlement. Et donc, au niveau, pour revenir un peu aux États-Unis, ce débat a été clos avec l'affaire Marbury contre Madison, une affaire où la Cour a eu à se prononcer pour dire que oui, pour des raisons évidentes du rôle du pouvoir judiciaire qui est appelé à trancher tout litige entre la loi et la Constitution, eh bien, le pouvoir judiciaire a le droit de contrôler les lois. Donc, on a clos le débat aux États-Unis et en France. Il est donc, à mon avis, totalement rétrograde de revenir avec ces débats aujourd'hui, comme je l'ai vu au Congo. J'ai vu un acteur politique ou une actrice, on va dire, parler justement de la République des juges, parce qu'on se retrouvait dans toutes ces sagas judiciaires qu'on a connues dans l'histoire récente de notre pays. Donc, il n'y a pas d'empiètement sur le Parlement en contrôlant les lois. Et donc, on ne peut pas parler de gouvernement des juges. On ne peut pas revenir à un débat qui a été déjà clos par ceux qui l'avaient créé. Nous avons une cour de justice, une cour constitutionnelle pour contrôler, et donc le débat devrait être clos. C'est pour ça que moi, je préfère plutôt parler de la renaissance de la justice dans notre pays. Et je parlerai même de la résurrection de cette justice, parce que cette métaphore me permet de montrer qu'en fait, la justice était inexistante dans notre pays pendant de nombreuses années. Et si on considère qu'aujourd'hui elle est ressuscitée, à l'instar du Christ, elle doit donc régner sur le monde, elle doit régner sur la société et pouvoir apporter le bonheur à tout le monde. Ainsi, la magistrature a la mission de sauver le peuple congolais en lui assurant l'effectivité de l'état de droit. Et cette effectivité n'est possible que si
le juge dit le droit en toute indépendance, notamment en contrôlant la Constitution, en contrôlant plutôt les lois, en protégeant les droits et libertés des citoyens, en réprimant les actes de corruption, de détournement des fonds publics, sans exception, car dans un état de droit, il y a la primauté du droit, c'est-à-dire tout le monde est soumis au droit, donc à l'autorité de la loi, en commençant par le sommet de l'État d'ailleurs. Et la loi, parce qu'il faut en parler, doit être interprétée sans complaisance. On a vu dans le passé que la loi a été interprétée des fois, souvent d'ailleurs, dans un contexte de corruption. Seule la personne qui payait le juge pouvait gagner le procès suite à une interprétation fallacieuse et volontairement biaisée et superficielle de la loi. Alors, on doit aller au-delà de tout ça. Nos juges doivent intégrer cette dimension pour pouvoir produire les décisions qui vont instaurer réellement un état de droit. Et donc, à propos de l'interprétation des lois, comme vous le savez, la loi s'exprime par des énoncés généraux et abstraits qui sont appliqués à des cas particuliers. C'est une texture ouverte, comme disait d'ailleurs Herbert Hart dans son célèbre essai sur le concept de droit. Et donc, comme c'est une texture ouverte, il faut l'interpréter, la loi. Mais pour l'interpréter, il y a eu des débats déjà à l'époque de Montesquieu et même de Cesare Beccaria. Il y a eu des positions qui essayaient de mettre toujours le juge de côté quand il arrivait, quand on se retrouvait dans une situation où il fallait interpréter la loi. Beccaria disait, par exemple, que chaque fois qu'il y a un cas présenté au juge, le juge doit faire un syllogisme parfait, c'est-à-dire la majeure doit être la loi générale, la mineure doit être l'action conforme ou non à la loi, et la conséquence est la liberté ou la peine. Par exemple, si on disait aujourd'hui, dans nos codes, on va retrouver ce genre de dispositions. Si on dit, par exemple, que est puni de 20 ans de travaux forcés, c'est juste un exemple, tout fonctionnaire qui détourne des fonds publics, ça va être la majeure. La mineure va être Monsieur X a ordonné la sortie des fonds de la caisse de l'État pour construire des immeubles pour l'État, mais il a utilisé cet argent pour acheter des voitures à mettre à la disposition des ministres, par exemple. Ça va être la mineure. Et la conséquence qu'il faut en tirer, c'est quoi? C'est que M. X doit être condamné et puni à 20 ans de travaux forcés parce qu'il a posé l'acte qui va à l'encontre de la majeure ici. Donc, selon Beccaria, il fallait se limiter à ça. Il ne fallait pas faire un autre syllogisme parce qu'il est tenté d'interpréter davantage. Et à son avis, c'était dangereux de procéder comme ça. On a retrouvé la même idée chez Montesquieu qui disait que le juge ne peut être que la bouche de la loi, les yeux de la loi. Il n'a qu'à lire la loi et l'appliquer. Donc tout cela, ça montrait que le juge n'a jamais été toujours la personne la plus aimée par les autres membres des institutions.
Ce n'est pas nouveau ce que nous vivons dans notre pays aujourd'hui. Mais comment on s'est rendu à cristalliser aujourd'hui cette tendance à interpréter absolument et tout le temps la loi? C'est parce qu'il y a des théories qui existent, qui se développent abondamment, particulièrement aux États-Unis et en Europe aussi. Il y a par exemple la théorie réaliste du droit qui enseigne que la loi, en fait, en elle-même n'a aucun contenu. C'est le juge qui lui en donne un à travers ses décisions. Et Michel Tropper, qui est le représentant de cette doctrine en France, disait par exemple que préalablement à l'interprétation des textes, il n'y a aucun sens. Mais ces textes sont en attente de sens. Et que la loi est ce que le juge dit qu'elle est. Alors vous voyez l'importance qu'on accorde au juge en matière d'interprétation. Et pour en finir justement sur cette question, cet aspect de la philosophie du droit en lien avec la question d'interprétation, il y a également une théorie qui va encore plus loin, c'est la théorie structurante du droit, qui nous vient de l'allemand Müller, qui estime qu'il n'y a même pas de norme dans une loi. Il n'y a aucune norme, alors qu'on nous a toujours appris que la normativité, c'est dans les lois. Mais lui nous dit qu'il n'y a pas de norme, parce que cette norme, c'est le juge qui va la créer à la lumière des données linguistiques que le législateur met à sa disposition. Maître, nous allons vous interrompre. Allez-y. On vous pose une question pour respecter la formule. Et puis, la question, c'est, elle vient du public, je pense, de Dieudonné, qui se dit les lois justes et impartiales sont impersonnelles. Et en ce moment-là, est-ce que la République de juges ne peut faire peur qu'à ceux qui ont les gènes du crime? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cela? Mais la loi est impersonnelle, c'est vrai qu'elle fait peur à tout le monde. Et elle est supposée faire peur à tout le monde parce qu'elle est généralement assortie de sanctions. D'ailleurs, Herbert Hart, que je citais tout à l'heure, a toujours dit que le droit, pour être vraiment droit, il faut qu'il soit assorti de sanctions. Donc, elle est destinée, la règle de droit est destinée à faire peur. Mais elle ne peut pas faire peur qu'à ceux qui ont les gènes du crime. Ça, c'est un autre débat qu'on a vu en Italie avec Lombroso, qui pensait qu'il y a les criminels qu'on peut appeler criminels nés. Donc, on est avec le crime dans le sang et dans les gènes. C'est un autre débat. Il y en a qui défendent ça et qui estiment que, oui, effectivement, il y en a qui naissent comme ça. Mais qui dit que lorsqu'on est comme ça, on est conscient qu'effectivement, on a les gènes du crime. On ne le sait peut-être pas. Mais c'est pour ça, justement, c'est ça la beauté de la règle de droit. Elle reste quand même impersonnelle, qu'on ait les gènes ou les germes du crime ou pas. Elle est là pour s'appliquer à tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que je poursuis? Je pense qu'on va jouer avec le temps pour revenir à vous par la suite. Donc, on va privilégier l'interactivité. On vous remercie surtout d'avoir accepté de répondre très rapidement parce que vous n'étiez pas censé intervenir en premier. Donc, nous vous disons merci, mais ne restez pas loin. On vient de tenter encore le Congo et puis on s'est rendu compte qu'il y a une difficulté de connexion de quelqu'un. Je vais juste vérifier, est-ce que Maître Christian Bossembe a pu se connecter? Oui, en attendant, il y a deux questions qui sont adressées à M. Kazadi. Il peut noter ça. On va revenir sur ça. Il y a une question de Mike Ololo et des Dieudonné. Les lois justes et impartiales étant impersonnelles,
ne pensez-vous pas que la soi-disant République des juges ne fait peur qu'à ceux qui ont en eux les gènes du crime dans leur être? Ça, c'est Dieudonné. Mike Ololo, la gouvernance appelle la participation de tout le monde pour qu'elle soit bonne. Les juges sont formés pour décider de l'imputation des membres des groupes participant à cette gouvernance. Est-ce que ceux qui parlent de la République des juges ne nous montrent-ils pas leur mépris à cette gouvernance? Ça, ce sont les deux questions pour Maître Kazadi. On va revenir sur ça. Et à la fin, il y a la question qui vient d'entrer là de Jean Moutebangandou. L'indépendance de la justice souhaitable et non négociable, mais est-ce autant que les juges est infaillible? Ça, ce sont des questions pour Maître Kazadi. On va revenir là-dessus. En attendant, puis pendant qu'il regarde, il peut aussi le voir directement dans le chat parce que le chat est accessible. Je vais demander encore à pied levé au docteur Gilbert Chilumba d'intervenir parce que les deux intervenants de Kinshasa éprouvent des difficultés. On est en train de leur parler en ce moment pour la connexion. Docteur Gilbert Chilumba, est-ce que vous êtes déjà prêt? Docteur Gilbert Chilumba. Bon, en ce moment-là, pendant qu'on contacte via le téléphone, je demande à Maître Kazadi de poursuivre. Bien, merci. Jean-Claude, je vais poursuivre. Il ne me reste pas beaucoup de choses à dire parce que là, je vais tout simplement sauter à ce que j'ai prévu ici en ce qui concerne les méthodes d'interprétation qui sont généralement disponibles pour le juge, mais en faisant une petite conclusion rapide sur ce que je disais au niveau des différentes théories, je dirais qu'il y a dépassement aujourd'hui de la pensée classique de Montesquieu et Beccaria qui ne voyaient aucune utilité, une nécessité d'interpréter. Mais là, on est dans le modernisme et l'interprétation est très présente. Alors, le juge va généralement utiliser comme point de départ la méthode littérale et grammaticale qui s'intéresse tout particulièrement au texte de la loi interprétée. Et ça lui permet donc de préciser la signification du texte à travers le vocabulaire utilisé, les règles de grammaire même, d'ailleurs, la structure syntaxique, ainsi de suite, pour pouvoir dégager l'intention du législateur. Et on peut voir aussi que le juge, au-delà de cette méthode, il va généralement combiner avec d'autres méthodes qui sont, par exemple, la méthode historique ou psychologique, qui lui permet de faire correspondre le sens de la disposition analysée à l'intention du législateur au moment de l'adoption de la règle. Et donc, la méthode est éminemment psychologique parce que l'interprète tente de recréer l'état d'esprit dans lequel la loi a été adoptée. Par exemple, si aujourd'hui on disait, bon, dans quel esprit le législateur congolais était lorsque il a adopté la loi électorale et a exclu dans une disposition, par exemple, l'utilisation de la machine à voter. Dans quel esprit il était? Alors, on peut, en raisonnant autour de ça, arriver à la conclusion, par exemple, qu'il voulait éviter des difficultés techniques pendant le vote, ou il voulait éviter la fraude, pourquoi pas, etc.
Donc, on se replace au moment où la disposition a été créée par le législateur. Mais une méthode très, très importante qu'on retrouve beaucoup, surtout dans le domaine constitutionnel, c'est la méthode téléologique, qui consiste à interpréter la loi en fonction de son but, en fonction de la finalité que le législateur se donne. Et donc, le juge va généralement identifier cet objet, puis ensuite, il va interpréter la loi de façon à faire correspondre cet objet à ce qu'il est en train de dire. Donc, pour permettre la pleine réalisation de l'objet, il va falloir absolument qu'il fasse cet exercice-là. Et c'est très utilisé en droit constitutionnel, y compris d'ailleurs au Congo, et la doctrine préconise beaucoup ça. Si, par exemple, alors pour illustrer un peu cette méthode téléologique, ou finaliste, comme on l'appelle, si, par exemple, on veut interpréter aujourd'hui l'article 220 de la Constitution, on cherchera le but qui est derrière ça et on va se rendre compte que, comme c'est un article qui exclut ou qui dit que certaines dispositions de la Constitution ne peuvent pas être révisables, ne peuvent pas être modifiées, notamment l'indépendance de la magistrature, justement, la forme républicaine de l'État. On va regarder dans quel but on a décidé, le constituant a décidé d'exclure ça des matières révisables. On pourrait arriver à la conclusion que pour ce qui est, par exemple, de la forme républicaine de l'État, on voudrait tout simplement pas se retrouver dans une dictature, une deuxième fois ou une troisième fois. On voudrait éviter une succession de mandats par la même personne. On a vu aussi en France et ailleurs, lorsqu'on a décidé de ne plus retomber dans les régimes, dans l'empire ou la royauté, on a tout simplement décidé de rendre verrouillées les dispositions qui portent sur la forme républicaine d'un État. Donc, c'est ça le but qui est derrière. Il faut faire cet exercice pour arriver à éviter qu'on aille à l'encontre de cet article-là. Donc, c'est la méthode téléologique. Il y a une méthode que j'ai toujours trouvée très intéressante, c'est la méthode pragmatique qui s'éloigne un peu de la recherche de l'intention, tout simplement, du législateur, parce que c'est une méthode qui va s'attacher à la logique simple. En lisant un texte de loi, on va retenir une interprétation qui conduit à un résultat juste et raisonnable. Ça veut dire qu'il faut éviter de donner à la loi un sens qui produit des effets absurdes, par exemple. Il y a un exemple qu'on cite souvent dans le domaine de l'interprétation des lois, c'est l'exemple d'une loi en matière de transport en France, ça date de nombreuses années, où il était écrit qu'il est interdit aux passagers de descendre des trains ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté. Alors, la deuxième partie dit qu'il est interdit de descendre lorsque le train est complètement arrêté. Alors, la Cour de cassation a dit, attendez un peu, il y a un problème dans cette disposition. Et elle a été interprétée comme disant que les voyageurs peuvent descendre, monter dans les voitures, ne peuvent descendre ou monter dans les voitures avant l'arrêt complet du train, et non pas comme interdisant aux passagers de monter ou descendre lorsque le train est arrêté. Donc, il y avait une absurdité. Alors, on a fait une interprétation carrément pragmatique pour arriver à donner effet à cette loi-là. Et alors, pour aller un peu plus rapidement, je dirais juste un mot en ce qui concerne la RDC. C'est quoi ça? C'est que là, on entend des gens qui parlent qui n'ont pas les micros fermés.
Bon, ben, alors, on va voir que le professeur Mbata, par exemple, en ce qui concerne la RDC, préconise beaucoup l'utilisation, comme je disais, de l'interprétation téléologique, qui vise les buts. Le professeur Essambo évoque également la méthode littérale et téléologique, mais ajoute aussi la méthode par analogie qui permet d'étendre à certains cas qui ne sont pas prévus par la loi une solution qui a été trouvée dans un cas similaire. Donc, on fait de l'analogie. En droit pénal, il y a le principe bien connu d'interprétation stricte, c'est-à-dire que le juge va généralement, lorsqu'il y a doute dans la façon dont les choses lui sont présentées ou dans la façon dont il comprend les choses, il va interpréter la disposition en faveur de la personne qui est accusée, parce qu'il faut se mettre à l'esprit que, il faut garder à l'esprit que la personne risque une peine. Lorsqu'il y a un doute, il faut que les choses soient analysées en sa faveur. Donc, c'est une dimension de l'interprétation stricte qu'on retrouve beaucoup en RDC également. Alors, pour conclure rapidement, je dirais que moi, j'aime bien la formule du professeur canadien Elmer Dridger, qui a énoncé en 1974 une formule qui est devenue aujourd'hui une référence en matière d'interprétation. Et la formule dit qu'il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global, en suivant le sens ordinaire grammatical qui s'harmonise le mieux avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. Donc, c'est une approche qui intègre pratiquement toutes les techniques habituelles qu'on utilise en matière d'interprétation. Mais le juge congolais qui aujourd'hui est sorti, selon ce que nous observons, de sa torpeur ou la torpeur dans laquelle on l'avait placé pendant de nombreuses années, a une mission importante, comme je le disais au début. Il est conscient aujourd'hui qu'il est incontournable dans l'édification d'un état de droit. Mais il faut lui donner les outils nécessaires, des salaires et des avantages sociaux adéquats pour le mettre à l'abri des sollicitations. Il faut par ailleurs augmenter le nombre des magistrats au Congo. Vous avez suivi dans le discours du président le 30 juin, il a mentionné un fait qui n'est pas banal, c'est qu'il y a un magistrat pour 28 000 habitants au Congo aujourd'hui. Donc, il faut absolument recruter les magistrats pour pouvoir s'assurer de rendre réellement justice lorsque nécessaire. Ainsi, je dirais que par son action, le magistrat va assainir les mœurs politiques. Parce que la question a été posée, mais c'est quoi l'avenir du peuple dans tout ça? Mais je pense que le magistrat placé dans de bonnes conditions et conscient de son rôle pour la société va pouvoir assainir les mœurs politiques. Il va inspirer les bonnes pratiques de gouvernance et cela créera de bonnes conditions de vie pour la population. La richesse, la paix sociale ne seront condamnés que ceux qui, après un procès juste et équitable, auront réellement commis le crime. Et les éventuelles erreurs judiciaires plutôt, donneront lieu à l'indemnisation. C'est aussi ça la justice. Donc le rôle du juge est énorme. Et le juge, qui est appelé dans le jargon judiciaire magistrat assis, et selon l'observation aujourd'hui, debout aussi. Il est debout et il le restera en principe pour qu'enfin la justice puisse triompher et que l'état de droit devienne une réalité.
Voilà pour ce qui me concerne. Si vous voulez que je passe aux questions, je peux répondre tout de suite. Oui, maître, je pense qu'on va revenir à vous. Il y a maître Patrick Mbaji qui appelle de Kinshasa. Je ne sais pas si Jean-Claude est à